Dimanche, c'était une attaque au couteau qui avait coûté la vie à 2 jeunes filles à Marseille. L'assaillant a été abattu. 1 minute de silence a donc été observée à leur mémoire ce soir à Rieux-la-Pape. On vient d'en parler. Puis aujourd'hui, on apprend que le parquet de Paris a ouvert une enquête antiterroriste après la découverte de bonbonnes de gaz dans le hall d'un immeuble parisien. 5 personnes interpellées, dont une personne fichée S. C'est dans ce contexte que la loi a été adoptée aujourd'hui par une large majorité, une loi antiterroriste qui doit permettre de sortir de l'état d'urgence le 1er novembre prochain. En quelques mots, cette loi, elle permet de mettre en place un périmètre de sécurité pour la fouille des individus. Elle permet des perquisitions administratives à l'initiative du préfet. Elle permet les assignations à résidence de personnes soupçonnées. Elle permet d'élargir un périmètre pour les contrôles d'identité dans un rayon de 20 km en zone frontalière. Et la fermeture des lieux de culte participant à la diffusion d'idées appelant au terrorisme, à la haine ou à la discrimination. Merci Hervé Gattegno, vous dirigez le JDD, vous êtes éditorialiste politique à BFM TV. Merci Naïma Mouchou, députée La République En Marche du Val-de-Marne. Vous êtes aussi à la commission des lois. Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité. Emmanuel Ménard, député de l'Hérault apparenté Front National. Vous avez voté ce projet de loi antiterroriste. La question que j'allais vous poser justement, c'était est-ce que cette loi est à la hauteur de la menace ? On va revenir sur qui n'a pas voté, qui a voté. Vous avez voté, contrairement aux autres membres du Front National qui, eux, ont voté contre. Pourquoi ? J'ai voté pour parce que je suis absolument opposée en fait à la sortie de l'état d'urgence. Je trouve que aujourd'hui, et les événements de dimanche malheureusement nous ont encore montré que nous sommes en état de guerre et que donc il fallait pas sortir de l'état d'urgence. Mais la sortie de l'état d'urgence, ça a été voté et on va sortir de l'état d'urgence au 1er novembre. Les députés En Marche ont voté la sortie de l'état d'urgence. On va sortir de l'état d'urgence au 1er novembre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On vote pas de loi et on reste dans le droit commun normal, ou on vote une loi qui est pas à la hauteur des enjeux à mon avis, mais qui est quand même meilleure que ce qui existe actuellement. Avec ses imperfections, avec des choses qui vont pas assez loin, avec des vrais problèmes à mon avis. Je suis intervenue plusieurs fois la semaine dernière dans cette discussion dans l'hémicycle. Mais à un moment donné, il faut pas être idéologique, il faut être pragmatique. Donc, à mon avis, aujourd'hui, cette loi, c'est mieux que rien. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas bien. Oui, d'accord, c'est pas bien, mais c'est mieux que rien. Donc je l'ai voté. C'est pour ça, pour avoir une attitude responsable. Demain, j'ai pas envie qu'il y ait de nouvelles victimes et qu'on puisse nous dire, bah vous avez rien fait. Écoutons tout de suite Éric Ciotti et Marine Le Pen et je viens vers vous trois. On fait du cinéma comme ce que nous faisons depuis plusieurs jours au sein de cette Assemblée à discuter d'un texte qui est une véritable honte. Une véritable honte, où on nous explique qu'il ne faut pas déranger les terroristes entre 9h du soir et 6h du matin pour ne pas perturber leur sommeil. Où on nous explique qu'on va mettre des périmètres de sécurité, mais si la personne ne veut pas décliner son identité ou être fouillée, eh bien attention, elle n'aura pas le droit de rentrer dans le périmètre. Ça n'est pas à la hauteur de la situation. Les mesures qui sont présentées comme représentant une substitution à l'état d'urgence sont très largement inapplicables et seront donc inappliquées. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement choisit de lever l'état d'urgence et choisit de lever le contrôle aux frontières. C'est une erreur, c'est une faute de baisser la garde, de désarmer dans cette période. Réponse Naïma Mouchou, donc représentant de La République En Marche, qui avait voté, qui a une large majorité, il y a eu quand même 5 abstentions dans votre groupe, qui a voté cette loi. Réponse à ces deux opposants. Alors, cette loi, d'avant tout, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de sortir de l'état d'urgence. Donc effectivement, on s'oppose notamment à notre collègue Éric Ciotti. Elle désarme, disent-ils. Elle désarme. Elle n'est pas à la hauteur. Elle ne donne pas les véritables moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire que ces lois, elles pourraient empêcher des événements aussi tragiques que ceux de Marseille, ou par exemple ? Ce que je peux vous dire, c'est que le risque zéro, évidemment, il n'existe pas. Mais sans cette loi, évidemment, des attentats ne pourraient pas être déjoués. Avec cette loi, on se protège de futurs éventuels attentats et on a mis en place des dispositions qui permettent aux services de renseignement comme aux services de police d'avoir des moyens renforcés. Donc on sort de l'état d'urgence, mais pas sans filet. Mais cette loi, en réalité, c'est une pierre à l'édifice. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas que cette loi. Et il y aura une vraie réflexion beaucoup plus globale sur la radicalisation, sur le problème des prisons qui va arriver un peu plus tard.
Thibault de Montbrial, qui connaissait bien ces sujets. Alors d'abord, la réponse étroite à la question qu'est-ce qui aurait pu éviter l'attentat de dimanche? Rien et personne, c'est ce qu'on dit. Si, c'est d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Alors, ça c'est quand même... non mais il faut quand même... oui, il faut revenir là-dessus, faut précisément. là-dessus. Le tueur avait été arrêté la veille à Lyon pour un vol à l'étalage. Voilà. Avant d'être relâché, les policiers avaient envisagé une procédure d'expulsion à l'encontre de cet homme en situation irrégulière. La procédure n'a pas abouti. Il y a une enquête qui a été décidée par le ministre de l'Intérieur là-dessus, puisque la procédure n'a pas abouti en raison de la suroccupation du centre de rétention administrative et apparemment d'un couac administratif à la préfecture du Rhône. Enfin, qui ne date pas de la veille, puisqu'on a quand même quelqu'un qui est étranger en situation irrégulière, connu sous 8 alias différents. Donc là, il y a un problème structurel qui n'est pas étranger à tout ce qui nous frappe actuellement, qui n'est pas directement lié au débat de ce soir, mais il faut le garder dans un coin de la tête. Ça reviendra sur une loi contre l'immigration, notamment clandestine, qui viendra, je crois, au début de l'année 2018 au Parlement, et qui sera une loi importante qui aura tout son rôle à jouer également dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, pour répondre à votre question sur la loi qui a été votée en première lecture aujourd'hui, je crois qu'il faut se souvenir que l'état d'urgence, le renouvellement de l'état d'urgence le 14 juillet 2016 était une décision politique à laquelle François Hollande a été contraint par l'attentat de Nice le soir du jour où il a dit qu'il fallait sortir de l'état d'urgence. Une fois qu'on a rappelé ce fait politique important, il faut souligner qu'on ne peut pas rester dans un état d'exception de façon permanente. C'est une question logique. Donc elle convient, elle est assez efficace ou pas ? Cette loi donne des moyens aux services de renseignement. Ça n'est pas la panacée, mais c'est une loi qui sera utile ponctuellement et qui offre par certaines dispositions une vraie plus-value pour gérer des situations en urgence. Par exemple Par exemple, la perquisition dite administrative, qui n'est ni plus ni moins que la transposition en matière antiterroriste que la perquisition fiscale, c'est-à-dire agrément préalable par un juge des libertés. Donc il n'y a en réalité rien de neuf pour tous ceux qui crient que c'est parfaitement attentatoire aux libertés. Ça n'est pas vrai. Le JLD, juge des libertés, sera consulté en amont. Et la personne qui aura été perquisitionnée disposera d'un délai de 15 jours pour aller contester cette ordonnance devant un juge. C'est la même chose en matière fiscale. Également, en matière d'assignation, l'un des gros problèmes qu'on a en matière terroriste, c'est qu'on le sait, le nombre de cibles des services antiterroristes qui dépasse les 20 000 est très largement supérieur aux capacités de traitement par nos services de renseignement. Il nous faut donc être en mesure de nous adapter avec une certaine souplesse dans l'hypothèse où des renseignements urgents viendraient à être amenés à la connaissance des services de renseignement pour permettre de prendre des mesures à titre conservatoire qui permettent de figer géographiquement des gens pendant quelques jours, le temps de faire une levée de doute. Oui, mais là, c'est le reproche que font, par exemple, les Insoumis, où il y a 2 ou 3 membres de la Nouvelle Gauche, l'ancien Parti Socialiste, qui ont voté contre. C'est l'atteinte aux libertés. Est-ce qu'on est suffisamment protégé? Je reviendrai vers vous. Il ne faut pas être hypocrite dans ce débat. L'état d'urgence, c'est la restriction temporaire d'un certain nombre de libertés pour affronter une situation grave et d'urgence. À partir du moment où on dit qu'on transpose des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun ordinaire, c'est qu'on transpose des restrictions de liberté. Donc, autant l'assumer. Après tout, Thibault de Montbrial, qui est un bon spécialiste de ces questions, dit lui-même que ça présente un certain nombre d'avantages techniques. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite jusqu'au bout. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'avec des lois, on empêche des attentats terroristes. En Russie, aujourd'hui, qui n'est pas quand même la plus spectaculaire des démocraties au monde, il y a des lois qui sont extrêmement restrictives, et notamment en matière de liberté. Ça n'empêche pas des terroristes de frapper quand ils l'ont décidé. Effectivement, ça c'est clair. Naïma Mouchou, le reproche sur l'atteinte aux libertés, vous l'assumez comme le dit Hervé Gattegno. En fait, on assume par cette loi qu'il y a des restrictions. En l'occurrence, par exemple, c'est vrai qu'il y a des assignations à résidence des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité sans autorisation préalable d'un juge. Alors, les Français veulent vivre libre, ça c'est certain, mais ils veulent aussi vivre en sécurité. Donc effectivement, on est obligé... Tout le monde, pas seulement les Français, tout le monde. Tout le monde, c'est vrai. Tout le monde, en l'occurrence. On est obligé de s'inspirer de ce qui existe déjà, de ce qui a été pratiqué pendant l'état d'urgence et qui a montré une certaine efficacité. Maintenant, on a été très attentif, effectivement, à essayer de maintenir un niveau de liberté convenable. Et on a introduit un certain nombre de dispositions, que ce soit la présence du juge des libertés et la détention, la clause de revoyure qui va nous permettre en 2020 bien de nous asseoir autour d'une table et de faire le bilan, mais aussi le contrôle parlementaire. Les parlementaires vont avoir en temps réel les données et l'évolution des mesures les plus restrictives de liberté. Donc,
Je crois que nous avons réussi à concilier dans ce texte, et c'est pour ça qu'il y a eu un large consensus, cet équilibre sécurité et liberté. Emmanuel Ménard. Ah non, mais moi j'assume complètement, mais non seulement j'assume, mais je trouve qu'on ne va pas assez loin, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Un individu qui serait suspect, qui rentre dans un périmètre de sécurité pour un match de foot, un spectacle ou quelque chose comme ça, on fait un périmètre de sécurité tout autour, ce qu'on appelle les fan zones. Vous avez un individu qui est suspect, vous voulez fouiller son sac à dos, vous ne pouvez pas fouiller son sac à dos s'il n'est pas d'accord. Oui, mais il sort. Eh ben, il sort et s'il a quelque chose dans son sac à dos, il va 200 mètres plus loin poser sa bombe ou sortir son arme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et les assignations, pardon, je continue bien juste sûr. les assignations à résidence. Pour moi, c'est exactement la même chose. On assigne dans un périmètre donné qui peut pas être inférieur à la commune. Quand c'est un petit village de 200 habitants, passe. Quand c'est Paris, vous faites comment? Donc le terroriste en puissance, il peut se promener dans tout Paris et contacter ses amis comme si de rien n'était. Tout ça pour ne pas nuire à sa vie familiale et professionnelle. Pardonnez-moi. Quand c'est un terroriste, un suspect de terrorisme, la vie familiale et professionnelle, c'est toute la différence. Évidemment. Un suspect de terrorisme, ça n'est pas un terroriste. Et dans un pays comme la France, on ne peut pas. On est en état de guerre ou on n'est pas en état de guerre? Non, on n'est pas en état de guerre, sinon le Parlement aurait voté la déclaration de guerre. C'est pas ce que nous disent nos politiques depuis... Donc il faut quand même, puisqu'on défend l'état de droit, et je crois que vous le faites, et je ne présume pas votre mauvaise foi, mais si vous défendez l'état de droit, il faut le défendre entièrement. Donc le respect des règles, le respect de la Constitution. En France, si on est en guerre, il doit y avoir une déclaration du Parlement. Naïma Pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre. Juridiquement, nous ne sommes pas en guerre. Naïma Mouchou et Thibault de Montbrial. Vous ne pouvez pas confondre un suspect et un coupable, c'est pas la même chose. Il faut faire très attention à ces questions, parce que si nous avions voté notamment les amendements que nous proposait Mme Ménard et ses collègues, on se retrouverait dans un état de rétention, de détention, de prison. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi, je pense pas. On peut être efficace. On peut être efficace. Et sur la mesure qui a été mentionnée par Mme Ménard précisément, celui qui ne veut pas être contrôlé, qui ne veut pas être fouillé, il est immédiatement raccompagné en dehors du périmètre. Oui, mais s'il a quelque chose dans son sac, ce que dit Mme Ménard, il est raccompagné en dehors du périmètre. Il y aura donc il va Alors, Thibault de Montbrial. S'il a quelque chose dans son sac qui est répréhensible, il est interpellé. Ce que je veux dire, c'est que si on reprend un peu, si on se met un peu à un niveau plus philosophique, il faut rappeler deux choses. La première, c'est que sans sécurité pour les exercer, les libertés ne valent rien. À Saint-Germain-des-Prés, dans les salons, c'est une chose, mais quand vous êtes sur le terrain avec un risque pour votre vie, vous n'êtes capable d'exercer vos libertés que si vous êtes en sécurité. Si demain on abolit tous les contrôles avant de monter en avion, vous aurez beau pouvoir aller en avion à Nice, vous n'irez pas en avion à Nice. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer le fait que la population française, elle est exaspérée. Elle attend de ses représentants qu'ils prennent des mesures. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais c'est pour ça que le vote contre d'un certain nombre de députés aujourd'hui est un peu surprenant. Que vont-ils dire à leurs administrés demain? Mais regardez qui? Il y a quand même 127 députés qui ont voté contre aujourd'hui. Ce sont des gens qui, pour la plupart, sont sur des positions idéologiques qui sont des positions idéologiques de rupture. Donc moi, je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas rentrer dans pourquoi, qui, pourquoi, comment. Mais ce que je constate, c'est que les gens, quand vous vous promenez, ou les gens qui me suivent, qui m'écrivent, que je vois dans mes conférences, etc., ils sont exaspérés. Et ce n'est pas des fachos. C'est le peuple de France. C'est insupportable de voir nos filles. Mais la question, c'est donc, est-ce que c'est suffisamment efficace? C'est ça la question. Donc elle est là, mais la question, c'est est-ce que c'est assez efficace du coup, puisque c'est ce que. Avec d'autres mesures, oui, mais c'est pas la seule, mais combiné à d'autres. C'est ce que je disais. Ça renforce un arsenal qui existe déjà par ailleurs. Premièrement. Et ensuite, on l'a dit, le président de la République s'est positionné également sur ce sujet, ainsi que le ministre de l'Intérieur. On va continuer à réfléchir sur ce qui va permettre demain de lutter contre le terrorisme de manière beaucoup plus globale. Parce que vous savez que le terrorisme, ça ne s'arrête pas à nos frontières. Donc il y a c'est vrai, la prévention, la radicalisation et la prison. C'est ce qu'on fait. Il faudrait réfléchir vite, alors parce que les terroristes, ils ne vont pas attendre gentiment qu'on ait réfléchi. Vous savez, on se saisit rapidement de ces questions. Je veux dire, il y a deux autres enjeux qui doivent se cumuler aux lois antiterroristes. La première, c'est d'assumer le fait que les gens qui nous attaquent sont des islamistes. C'est un projet politique. Le terrorisme n'est qu'un moyen. Donc, il faut un projet de lutte politique contre l'islamisme en France, contre les associations qui le représentent, bien au-delà des gens qui s'en tiennent à la violence. Premier point. Et deuxième point, il faut également organiser sur le temps long, ça n'est pas l'objet de cette loi, mais la réponse en sécurité pure, la réponse militaro-policière au sens tactique contre les attaques, parce qu'on aura beau être aussi bon que possible en matière de renseignement et en matière de justice, on sait que nous aurons d'autres attaques. Est-ce que ça, c'est prévu ?
C'est prévu, ce type de projet? Il y a des augmentations de crédits qui sont prévues par le gouvernement, parce que tout ça pose aussi une question de moyens qui est considérable, parce qu'il y a les moyens juridiques, certes, mais il y a les moyens en matériel, les moyens en hommes, l'exploitation du renseignement dont Thibault de Montbrial parlait tout à l'heure. Ça suppose des gens pour traiter en direct, en temps réel, le renseignement. Ça suppose beaucoup d'argent. Alors, les moyens, dans une période contrainte comme la nôtre, les moyens seront toujours insuffisants en réalité, parce que quand on voit le peu de moyens qu'il faut précisément pour faire un attentat absolument dévastateur et qui frappe l'opinion à travers le monde entier, par rapport à l'immensité des moyens qu'il faut pour l'affronter, il y a une question là à laquelle personne n'aura jamais de bonne réponse. Moi, je pense qu'en tout cas, on devrait assumer le fait aujourd'hui que oui, on restreint les libertés, incontestablement, et que sans doute c'est pour la bonne cause, mais que néanmoins, il faut défendre les droits des gens qui ne sont pour rien dans le terrorisme. Et madame, quand je vous entends, je trouve que ce point-là n'est pas tellement pris en considération. Et quand j'entends Madame Le Pen faire la déclaration qu'elle a faite cet après-midi, je suis frappé de voir que Madame Le Pen est beaucoup plus soucieuse des droits qui sont les siens, des droits de son parti politique et des droits des parlementaires lorsqu'elle est ciblée par la justice dans d'autres procédures, que des droits des gens qui se promènent dans les rues et qui ne sont pour rien dans le terrorisme et qui ont droit eux aussi qu'on respecte leurs droits. Ça, ce n'est pas. Je ne suis pas Marine Le Pen, donc vous le dites. Et vous n'avez pas voté la même chose. Vous en êtes moins éloigné que moi. Peut-être, tout le je ne moins. sais pas. Et simplement, je pense qu'effectivement, protéger l'état de droit et respecter l'état de droit, c'est important, mais il y a des mesures quand même concrètes et pratiques qui auraient pu être prises et qui auraient pu donner un signal fort du type fermer les mosquées salafistes. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on entend parler de fermeture des mosquées salafistes. Il y en a une vingtaine, même pas, qui ont été fermées. Pourquoi on ne le fait pas? Il y en a 120 qui sont identifiés. Merci. Il y a une mesure dans laquelle il y a la fermeture des lieux de culte en fonction des phrases et la diffusion d'idées appelant au terrorisme, à la haine ou à la discrimination à l'initiative du préfet. Et c'est circonscrit dans le temps. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Restez avec nous dans un instant. Notre invité s'appelle Boris Faure. Vous avez entendu parler de lui. Il a été agressé le 30 août dernier. L'affaire avait beaucoup ému l'opinion. 2 hommes politiques qui en étaient venus aux mains dans la rue. On n'avait jamais vu cela. Boris Faure est sur notre plateau dans un instant. On réfléchit avec lui sur la violence en politique.